Bonjour chers élèves de seconde, donc je m'excuse un tout petit peu pour le retard vu que j'ai dû passer un petit peu plus de temps que prévu hier à régler des problèmes administratifs et notamment liés au lycée. Donc là je vous retrouve et je vais faire donc finalement les deux vidéos qui étaient prévues hier après-midi, je vais les faire ce matin. Donc hier on avait vu que les États-Unis déclarent leur indépendance en 1776 et qu'ils finissent par l'obtenir au prix d'une guerre. Alors, on va revenir un petit peu sur les deux textes fondamentaux aux États-Unis, et savoir la déclaration d'indépendance en elle-même et justement la Constitution. Donc, ça nous permettra de voir pas mal de choses qui seront notamment utiles, donc encore une fois, pour l'année suivante. Donc, la déclaration d'indépendance, elle a été prononcée donc, le 4 juillet 1776. Et en fait, elle a été prononcée donc à Philadelphie, qui a donc servi de première capitale des États-Unis. Philadelphie, c'est sur la côte est, en Pennsylvanie, au nord de Washington. Et ça a servi longtemps de première capitale des États-Unis, avant justement de la fixer à un moment à temps à New York, puis de construire justement la ville de Washington, qui sert maintenant aujourd'hui encore de siège du gouvernement fédéral. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que la déclaration d'indépendance, elle va être extrêmement riche d'influence par la suite, et on s'en rend compte dès qu'on lit les premières lignes. Nous tenons pour évidente sévérité que tous les hommes naissent égaux. Et là, je pense que vous voyez bien l'idée, c'est que finalement, c'est ce texte-là qui inspire complètement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen française. Que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Donc, assez rapidement, en fait, les États-Unis sont un pays qui va être laïque, mais profondément marqué par la religion chrétienne. Là, on voit bien leur créateur, on parle de Dieu, mais bon, on ne précise pas forcément lequel, histoire de rester neutre, mais on voit bien qu'il y a un fond religieux qui va être plus important que dans le système français. Donc, ça, c'est extrêmement important, puisqu'on voit bien les influences que ça peut avoir. Et assez rapidement, on voit la suite. Que pour garantir ces droits, donc la liberté et la recherche du bonheur, les hommes instituent des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Et là, c'est important, ça veut dire qu'effectivement, ce gouvernement, il doit être, donc effectivement, avoir le consentement des gens qui le gouvernent, donc ne pas les tyranniser, ça se voit par la suite. Le peuple a le droit de modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement qu'il fondera sur de tels principes et dont il organisera les pouvoirs selon les formes qui le paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité et son bonheur. C'est qu'assez rapidement, on voit bien l'idée que si jamais le gouvernement ne fonctionne pas, les Américains se sentent en droit de le renverser. On a une méfiance avec l'État finalement qui est encore assez forte aux États-Unis. C'est pour ça que ça reste un pays très libéral. Bon, c'est pas pour rien, il a quand même obtenu son indépendance justement en se révoltant contre son État de tutelle, à savoir l'Angleterre. Donc, en conséquence, nous, représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, affirmons et déclarons solennellement que ces colonies unies doivent être en droit des États libres et indépendants. Et ça, c'est relativement important parce que ça fonde aussi les bases du régime fédéral. Puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, on a un système qui est complètement fédéral, qui donc justement relève d'un système qui n'est pas unitaire comme le nôtre, qui n'est pas centralisé, où chaque État a son propre pouvoir, sa propre influence. C'est plus ressemblant à ce qui se passe en Allemagne ou en Espagne. Le deuxième texte qui va être extrêmement important, c'est la Constitution. Cette Constitution, elle va fixer les règles du fonctionnement du pouvoir, ce qui va être déterminant, puisqu'elle institue encore le régime américain tel qu'il existe aujourd'hui, avec notamment, par exemple, le fait qu'il y ait une stricte séparation des pouvoirs. C'est qu'on a un président qui représente le pouvoir exécutif, donc il commande l'armée, il applique les lois, il est élu pour 4 ans. Il y a un pouvoir législatif qui est représenté par le Congrès, donc là aussi une chambre, là on reprend le système de l'anglais avec deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat qui votent les lois et le budget. Et on a aussi la Cour suprême qui est le pouvoir judiciaire finalement, qui est chargé de contrôler le pouvoir présidentiel, mais par contre les juges sont nommés par le président. La Cour suprême elle est chargée de faire respecter la Constitution, c'est d'ailleurs la dernière instance aux États-Unis quand vous avez des débats légaux et judiciaires. Alors par contre, le président, ça c'est encore vrai aujourd'hui, il est élu par les grands électeurs, donc savoir les sénateurs, les représentants. C'est pour ça que par exemple quelqu'un comme Donald Trump a pu être élu en ayant une minorité des suffrages exprimés. C'est parce que le système américain est un peu inégal et favorise plus les États ruraux que les grandes villes. Et évidemment à l'époque, ça en viendra, ça va faire partie des problèmes des débuts,
c'est que ce suffrage est censitaire. C'est que ceux qui votent, c'est les propriétaires, et évidemment les propriétaires blancs. C'est pas tout le monde, c'est pas les pauvres et c'est encore moins les noirs. Ce qui va être aussi important, c'est que cette constitution elle va avoir des amendements qui font de la déclaration des droits pour les 10 premiers. Alors il y en a certains qui sont complètement compréhensibles, hein. Le premier amendement, c'est caractéristique d'ailleurs que ce soit celui-là, hein, parce qu'on voit bien que c'est la première chose dans laquelle on a pensé. Liberté d'expression, de religion, de presse, de réunion et de pétition. On a aussi des amendements qui sont chargés de protéger tout citoyen contre des procédures abusives de droit. Et il y en a un qui pose par contre énormément de problèmes, c'est le deuxième amendement, c'est celui qui autorise le port d'armes. Je pense que vous le savez, ça reste quelque chose qui cristallise des débats. Il faut bien comprendre qu'au moment où il a été voté, en 1791, les États-Unis c'était un pays qui justement se disait peut-être que les Anglais vont revenir, donc il faut qu'on soit prêt à lutter contre eux. Peut-être que notre gouvernement va être aussi tyrannique que celui qu'on vient de renverser et donc il faudra aussi lutter contre eux, avec cette méfiance envers l'État qui est encore extrêmement forte aux États-Unis. Et il y a aussi le fait qu'on est dans un pays de pionniers, on veut étendre la frontière aux dépens des Indiens d'Amérique, on est dans un pays sauvage, et ce qui fait que le port d'armes, ça paraît relativement normal, mais évidemment aujourd'hui ça pose un grave problème de sécurité publique, de droit, et ça explique largement pour les raisons pour lesquelles les États-Unis sont un pays aussi violent. C'est évident que dans un pays où finalement n'importe qui peut avoir une arme lourde, forcément, notamment les policiers, ils peuvent se montrer beaucoup plus violents, beaucoup plus prudents, parce qu'ils ont beaucoup plus peur qu'en France. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pareil pour les tueries scolaires. Ce deuxième amendement, il est donc garanti par la Constitution, mais il y a beaucoup d'Américains qui pensent qu'il est hors d'âge, et par contre qu'il est défendu mordicus par une minorité d'entre eux. Et encore aujourd'hui, finalement, ça paraît extrêmement difficile de le suspendre, puisqu'il faut que les amendements soient rejetés à une très très large majorité des représentants pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ces amendements, il y en a beaucoup qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Il y a des amendements qui vont interdire l'esclavage, il y en a qui vont autoriser le suffrage des femmes, qui vont autoriser, qui vont autoriser le débat, qui vont autoriser par exemple, pardon. Ils vont par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, définir que le mandat d'un président ne peut pas dépasser 2 consécutifs, hein. On ne peut pas, donc maximum 8 ans de présidence. C'était pas le cas, donc ça date de 1951, c'était pas le cas avant. Le dernier amendement, il a été voté seulement en 1992, hein, donc finalement, c'est quand même des choses qui sont régulières, mais quand même rares. Donc cette constitution, cette déclaration d'indépendance, ça va avoir des grandes répercussions partout, puisque effectivement ça fournit finalement tout ce qui va être les textes fondamentaux qu'on va trouver notamment en France pour définir le pouvoir. Et encore aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette constitution, elle est encore valable. C'est la plus ancienne constitution. Par exemple, pour la France, on en est déjà quand même à 5 hein, finalement. Donc, 5 constitutions, 5 républiques. Aux États-Unis, il y a une ancienneté et c'est pour ça que les Américains sont très réticents à l'idée d'y toucher. Donc ça, on verra tout à l'heure, que par contre, ça n'empêche pas ce pays-là d'avoir un nombre énorme de contradictions. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.